Nous sommes en plein hiver, durant l'année 2013. Les employés d'un magasin de prêt-à-porter s'interrogent quand ils constatent que Kira, la gérante de la boutique, tarde à arriver. Tous pensent d'abord à un imprévu, peut-être un problème dû à la neige. Mais quand les heures passent, puis les jours, sans qu'elle ne donne aucune nouvelle, l'inquiétude grandit, forcément. Kira semble s'être évaporée sans laisser de traces. Que s'est-il passé? Où est-elle allée? Ce qui commence par une simple disparition va rapidement se transformer en une affaire bien plus sombre, mêlant manipulation, trahison et meurtre. Vous n'avez plus qu'à vous installer pour comprendre tout ce qu'il s'est passé. Bonjour à tous, je suis le Cogiteur, bienvenue pour cette nouvelle affaire criminelle. Comme d'habitude, je vous demande juste un petit coup de pouce. Si vous aimez les vidéos que je vous propose, vous pouvez vous abonner, c'est juste là. Merci à vous, on commence. Rares sont les salariés, ou même les employeurs, qui n'ont jamais raté un jour de travail. Que ce soit en raison d'un problème de transport, de garde d'enfants, ou pour cause de maladie. Après, on va être honnête, des fois, c'est aussi juste la flemme de voir la tronche des collègues. Quoi qu'il en soit, certaines choses sont imprévisibles et peuvent nous forcer à faillir à nos obligations, personnelles comme professionnelles. Mais s'il y en a qui ont tendance à multiplier ces absences, ce n'est pas le cas de Kira Cage Steger, une Américaine qui réside dans le Minnesota. Après avoir travaillé chez Wet Seal, une boutique de prêt-à-porter pour adolescents située dans le centre commercial Mall of America de Bloomington, cette femme de 30 ans gère désormais le magasin de vêtements d'Elias. Elle a certes changé de crèmerie, mais elle n'est pas allée bien loin, vu que les deux enseignes se trouvent dans le même bâtiment. Kira se plaît beaucoup sur ce second lieu de travail et elle a été très rapidement adoptée par ses collègues. Ils l'apprécient particulièrement pour sa sympathie, mais aussi pour son professionnalisme à toute épreuve. Un combo gagnant qui a soudé les membres de son équipe autour d'elle. Kira est une personne on ne peut plus ponctuelle. Alors quand le vendredi 22 février 2013, elle ne se présente pas sur son lieu de travail, tout le monde se demande ce qu'il se passe. Toutefois, au départ, cette absence ne soulève aucune inquiétude réelle. Peut-être est-elle simplement en retard, ou victime d'un imprévu. Comme je le soulignais plus tôt, cela peut arriver même aux gens les mieux organisés. D'autant plus qu'il neige pas mal ce jour-là, ce qui représente un facteur favorisant. Parce que dans le Minnesota, les tempêtes de neige, ça rigole pas. Je suis allé voir par curiosité, et les voitures sont parfois recouvertes d'une couche d'1 mètre de neige. Mais finalement la matinée, puis l'après-midi passe, sans que Kira ne cherche à joindre quiconque pour s'expliquer. Et cette situation, déjà tout à fait inhabituelle, se reproduit le samedi, parce qu'elle ne vient pas au magasin à 14h, comme elle aurait dû. Les collègues de Kira commencent alors à se faire sérieusement du souci, d'autant plus quand ils essaient de l'appeler, parce qu'elle ne leur répond pas. Tara Hall, qui est aussi son amie, décide donc de contacter son mari, Jeffrey Dale Trevino, un homme de 39 ans qu'elle a épousé près de 3 ans en arrière. Naturellement, sa collègue et amie l'appelle pour lui demander s'il sait où elle est. Ce dernier lui indique que la dernière fois qu'il l'a vue date de la veille à 9h, quand elle a quitté leur maison, située au 570 Iowa Avenue East à Saint-Paul. Avant de partir, Kira lui a précisé qu'elle comptait, en premier lieu, se rendre à la salle de sport, dans laquelle elle est inscrite à New Brighton, puis aller faire une séance d'UV, dans un salon d'esthétique à Roseville. Il était ensuite question qu'elle fasse quelques courses à droite à gauche, avant de terminer sa journée en faisant un saut au travail, pour faire passer des entretiens d'embauche à quelques candidats. Kira n'est pas rentrée la veille au soir, mais Jeff ne s'en est pas inquiété, parce qu'il arrive régulièrement qu'elle aille passer la nuit chez un proche sur un coup de tête, sans l'avertir. Quand elle le fait en semaine, elle ne revient généralement que le lendemain soir après avoir débauché. Ce qui paraît étrange, vu que, justement, personne n'a vu Kira au magasin ni vendredi ni samedi. Après avoir été prévenu, Jeff tente de téléphoner à 2 de ses amis, mais aucune n'était avec sa femme récemment. Et il en est de même pour sa famille, qu'il contacte le dimanche. Il n'est pas normal que personne n'ait eu de nouvelles de Kira depuis 2 jours consécutifs. Alors, suite à ces appels, à 10h30, l'homme finit par angoisser, lui aussi, et signale sa disparition aux autorités. Et tout porte malheureusement à croire que cette démarche est justifiée. Le 25 février, peu avant 5h du matin, la présence d'une Chevrolet Cobalt blanche de 2006 est signalée à la fourrière par les services de sécurité du Mall of America. Elle est impeccablement garée sous une rampe de stationnement du parking du centre commercial.
et se trouve là depuis au moins 2 jours. La voiture est identifiée comme étant celle de Kira, dans laquelle elle a d'ailleurs laissé son sac à main, qui ne contient cependant ni ses papiers ni son téléphone. Un fait pour le moins étonnant, parce que cette gérante de magasin ne stationne normalement jamais son véhicule à cet endroit assez isolé du parking. À vrai dire, la façon dont il a été garé ne lui ressemble pas non plus. Parce que Kira n'étant pas douée pour manœuvrer, elle se gare toujours en marche avant. De plus, la présence de sa voiture en ville exclut l'éventualité qu'elle se soit retrouvée bloquée quelque part sur la route à cause de la neige avec un téléphone à court de batterie. Cela met aussi du plomb dans l'aile concernant l'hypothèse d'une virée chez un proche sur un coup de tête. Elle aurait utilisé son véhicule, surtout avec cette météo. Mais alors, où se trouve Kira Steger ? Comme c'est généralement le cas dans les affaires de disparition, les enquêteurs tentent de reconstituer son emploi du temps étape par étape. Ils veulent savoir ce qu'elle faisait quand elle a été aperçue pour la dernière fois, et avec qui elle était. Parce que tout indique que, par la suite, elle n'a pas suivi ses plans initiaux. Les enquêteurs commencent à envisager que la jeune femme a été contrainte de suivre une tierce personne. Afin d'obtenir toutes ces réponses, les policiers se tournent vers Jeff, parce qu'il s'avère que le jeudi 21 février, le couple avait prévu de se faire une soirée romantique. Un couple dont l'histoire a d'ailleurs des airs de conte de fées. À 30 ans, Kira Steger est une femme sérieuse et professionnellement investie. Alors, quand le 22 février 2013, elle ne se présente pas au travail, sans donner la moindre explication, son absence intrigue fortement ses collègues. 2 jours passent sans qu'aucun de ses proches ne parvienne à la joindre, quand sa voiture est retrouvée abandonnée sur un parking isolé du centre commercial avec son sac à l'intérieur. Jeff, l'époux de Kira, n'en sait pas plus que les autres. C'est pourquoi il décide de signaler sa disparition aux autorités. Dès lors, une enquête est ouverte pour retrouver sa trace. Ce faisant, il découvre très rapidement que la dernière personne à avoir passé du temps avec Kira n'est autre que son mari, un ancien militaire pour lequel elle a eu un véritable coup de foudre quelques années auparavant. Le couple s'est rencontré à Wausau, dans le Wisconsin. Kira en est originaire, et en 2008, elle y est barmaid, quand Jeff, lui, n'est que de passage dans la ville. Il travaille sur le chantier de construction d'un hôpital des environs. En venant se détendre dans un bar après le boulot, ce père célibataire se découvre des atomes crochus avec une jolie blonde de l'équipe, et ils décident de se revoir. De fil en aiguille, Kira et Jeff deviennent de plus en plus intimes. Et en juin 2010, ils se marient au Costa Rica. Par amour, la jeune femme accepte de quitter son Wisconsin natal pour aller s'installer dans le Minnesota auprès de celui qui partagera sa vie à présent. Il était de toute façon impossible pour son époux d'en partir parce qu'il souhaitait rester proche de sa fille, Taylor, qu'il a eue avec sa première épouse. Une fille adolescente, âgée de 15 ans en 2013, avec laquelle Kira s'entend d'ailleurs très bien, étant donné qu'elle l'a connue enfant. Une belle histoire. Et un couple devenu famille recomposée, qui est aujourd'hui dans la tourmente à cause de la soudaine disparition de l'un de ses membres. Et c'est d'autant plus triste que, la veille des faits, Kira et Jeff ont apparemment passé un très bon moment. Ce jour-là, l'homme va au centre commercial vers 14h pour prendre un café avec sa femme, en prévoyant d'y revenir 4 heures après, parce qu'ils ont planifié une soirée en amoureux. À la fin de la journée de travail de Kira, ils dînent ensemble au restaurant Crave. Puis ils se rendent au Skydeck Lanes pour faire une partie de bowling. Le couple quitte ensuite le centre commercial pour regagner leur maison en colocation, où ils entament le visionnage d'un film vers 22h. Matthew Roth, qui occupe le sous-sol aménagé du logement, monte brièvement au rez-de-chaussée pendant ce temps-là. Mais en les voyant devant la télévision, il redescend pour ne pas les déranger, avant d'aller se coucher. Jeff et Kira en font tout autant dès la fin de leur film. Et la suite, vous la connaissez. Après une bonne nuit de sommeil, la trentenaire a quitté la maison. Elle est allée travailler, mais elle n'est pas revenue. Depuis, elle demeure introuvable. Ce qui, évidemment, fait douter les enquêteurs de la version donnée par son mari. Très franchement, dans presque 100% des cas similaires, le petit ami ou le mari est coupable jusqu'à preuve du contraire pour les policiers. Et honnêtement, on ne peut pas leur en vouloir de réfléchir comme ça. Mais ce n'est pas la seule chose qui les fait tiquer le concernant. Il se trouve qu'une caméra installée dans le voisinage a filmé un curieux manège. Le 22 février, vers minuit 45, une lumière a été allumée dans la partie de la maison habitée par le couple, pour n'être éteinte qu'une demi-heure plus tard. Après cela, l'ampoule qui éclaire l'allée située devant l'habitation a été enclenchée à son tour. Puis, dans les 5 minutes suivantes, la lumière intérieure a été rallumée et elle est restée pendant une quinzaine de minutes,
avant d'être éteinte à nouveau. Finalement, vers 2 heures du matin, la Chevrolet Cobalt blanche de Kyra a été démarrée et conduite jusqu'à une station-service située à proximité. Là-bas, une caméra de vidéosurveillance a filmé Jeff en train de remplir le réservoir. Il est déjà très étrange qu'il ait voulu faire le plein du véhicule de sa femme au beau milieu de la nuit. Néanmoins, on peut trouver des raisons qui peuvent expliquer un tel comportement, même si là j'en ai pas. Je vous laisse me donner des raisons en commentaire. En ce qui concerne Jeff, peut-être ne parvenait-il pas à trouver le sommeil, et il aurait décidé d'aller mettre de l'essence dans la voiture de Kyra, juste pour lui épargner d'avoir à le faire le lendemain. C'est d'ailleurs ce qu'il répond aux enquêteurs quand ils le confrontent à ces images. Contrairement à lui, son épouse dormait et il a simplement voulu lui rendre service. En revanche, dans cette éventualité, il aurait probablement ramené la voiture après. Seulement, ce n'est pas ce qu'il a fait. Quand il a quitté la station-service, il a pris la direction de l'Interstate 35E, une autoroute qu'il n'a pas besoin d'emprunter pour rentrer chez lui. Où se rendait-il ? Et qu'a-t-il fait dans les heures suivantes ? Eh bien, c'est là le mystère. La caméra de sécurité du voisin n'a pas filmé directement son retour au domicile, mais elle a capté une lumière qui a été brièvement allumée à l'intérieur de la maison vers 4h15 du matin. On peut donc supposer deux choses. Que Jeff est revenu à ce moment-là, ou que Kyra s'est réveillée. Quoi qu'il en soit, suite à cela, aucune autre activité n'a été enregistrée jusqu'au lever du soleil. Jeff est donc sorti de la maison dans la nuit pour aller mettre de l'essence dans la voiture de Kyra. Et on sait, de sources sûres, qu'il n'est pas rentré immédiatement après. Alors, je sais qu'on est tous devenus un peu parano avec ces affaires criminelles, mais je suis certain que vous trouvez ça bizarre, hein. Mais attendez d'en savoir plus sur son emploi du temps de la matinée suivante. Peu après 8h du matin, Jeff est retourné à la même station-service, cette fois au volant de son propre véhicule, pour y acheter de l'essence et retirer des espèces au guichet automatique. Pour peu, on se demanderait presque s'il ne fait pas du trafic de carburant. Toujours est-il qu'après avoir fait ce second plein, il est retourné chez lui. Il est à noter que sur les images filmées par la caméra de la station-service à ce moment-là, Jeff porte un sweatshirt à capuche foncé, avec un motif blanc sur le devant. Vers 9h15, la voiture de Kyra a quitté l'allée de la maison pour descendre sur l'Iowa Avenue. Environ une demi-heure plus tard, une voiture blanche, en tout point identique à son véhicule, a pénétré sur le parking du centre commercial Mall of America par l'entrée ouest. Vous vous souvenez de la façon dont Jeff était habillé ce matin-là ? Difficile de croire qu'il s'agit d'une coïncidence si, aux alentours de 10h du matin, un homme mince portant un sweatshirt à capuche a demandé à être déposé au 424 East Iowa Avenue, une adresse qui, par ailleurs, n'existe pas. Concernant le sweatshirt, il est encore possible de se dire que c'est un hasard, parce que des individus qui en portent, il y en a effectivement pléthore dans les rues. Mais quand on sait que le chauffeur de taxi a laissé l'homme en question sur Iowa Avenue, à l'est de la maison de Jeff et Kyra vers 10h40, il commence à être vraiment compliqué de n'y voir aucun lien. Le client a d'ailleurs réglé sa course en espèces, ce qui n'est pas sans rappeler le petit passage de Jeff au distributeur automatique le matin même. Juste après cela, une personne mince portant un sweatshirt à capuche foncé avec un motif blanc sur le devant a été filmée alors qu'elle marchait en direction de la maison du couple. Vous en conviendrez, cela fait beaucoup de coïncidences. Et c'est aussi ce que pensent les enquêteurs quand ils visionnent ces images, puis assemblent les pièces du puzzle. Mais si Jeff est réellement impliqué dans la disparition de sa femme, la question du mobile demeure. Pourquoi l'aurait-il tué ? Eh bien, il semble qu'en réalité, la situation n'était plus au beau fixe depuis un moment entre eux. Comme on dit, ce qui se passe derrière les portes fermées est parfois loin d'être aussi idyllique qu'on peut l'imaginer. Et la relation de Kyra et Jeff en était pour ainsi dire l'exemple parfait. Sans mauvais jeu de mots, il y a des cadavres dans les placards. Kyra et Jeff, mariés depuis 2010, semblaient former un couple solide. Mais était-ce la réalité ? La veille de la disparition de la jeune femme, le couple a passé la soirée ensemble. Et le programme de leur tête-à-tête ne laissait rien présager de la suite des événements. Au cours de la nuit, puis de la matinée d'après, des événements troublants se sont produits. Et les explications données par Jeff ne tiennent pour ainsi dire pas la route. Ces indices combinés à l'absence de Kyra renforcent les soupçons qui pèsent sur son mari. Il s'avère que si la trentenaire partait régulièrement dormir chez des proches à l'improviste, c'est tout simplement parce que sa relation avec Jeff allait très mal. Ce dernier était assez autoritaire.
Il cherchait à contrôler tous les moindres aspects de la vie de sa femme, incluant ses activités et ses comptes bancaires. Et elle ne le supportait plus. Le comportement de Kyra avait changé dans les mois précédant sa disparition. Et son époux a quelquefois remarqué qu'elle lui avait menti concernant les endroits où elle s'était rendue. Il l'avait donc suivie à plusieurs reprises, ce qui n'avait évidemment fait qu'empirer les choses. Kyra se montrait très distante et avait confié à des membres de sa famille ainsi qu'à des amis qu'elle avait de gros doutes concernant la pérennité de son mariage. De son côté, Jeff la suspectait fortement d'avoir un amant, notamment parce qu'après être sortie pour fêter le réveillon, le soir du 31 décembre 2012, elle n'était pas rentrée chez eux de la nuit. Et si elle n'était peut-être pas avec un autre homme cette nuit-là, force est de constater qu'il avait raison. Cette idée le consumait, pour ne pas dire qu'elle l'obsédait. La gérante du magasin Delia's, du centre commercial Mall of America, avait effectivement une relation extra-conjugale avec un collègue de 32 ans, un dénommé Ryan Wendt, qui occupe le poste de directeur régional des ventes pour l'enseigne de prêt-à-porter. Après avoir fait connaissance, ils sont devenus amis. Puis leurs entrevues sont devenues plus intimes à partir de la mi-janvier 2013. Kyra avait dit à son amant qu'elle comptait mettre rapidement un terme à sa relation actuelle. Mais l'un comme l'autre ne voulait pas s'engager dans quoi que ce soit de sérieux. Ryan n'a visiblement pas été le déclencheur de cette décision, parce que la question d'une éventuelle séparation était sur la table depuis déjà un moment. Il y avait d'ailleurs des papiers de demande de divorce encore vierges dans le sac de Kyra. Seulement, elle avait l'air de le souhaiter beaucoup plus que Jeff, qui voulait essayer de sauver leur mariage, malgré ses doutes omniprésents concernant la fidélité de sa femme. C'est sûrement la raison pour laquelle l'homme avait demandé à passer une soirée en tête-à-tête avec Kyra, le 21 février 2013. Il y a fort à parier que Jeff essayait de la reconquérir, ou au moins qu'il tentait de l'encourager à reconsidérer les choses s'agissant de la fin quasiment imminente de leur relation. Sachant qu'après cette journée, Kyra a disparu, il n'est pas illogique de penser que ses plans ne se sont pas déroulés comme prévu. Et c'est peu de le dire. Les relevés téléphoniques de Kyra révèlent qu'au cours de cette soirée, elle a discuté plusieurs fois par message avec Ryan. Son amant était à ce moment-là en route vers le Colorado pour aller passer un séjour au ski avec des amis. Et elle lui écrivait au nez et à la barbe de Jeff. Alors, mettre un coup de canif dans le contrat, pourquoi pas? Mais en faisant comme si son époux n'était plus que de l'histoire ancienne, Kyra s'est peut-être mise en danger. Le dernier message que Kyra lui a envoyé date de 23h44. Ryan y a répondu 24 minutes plus tard. Mais après cela, elle ne l'a plus contacté du tout. Ni lui, ni aucun de ses proches d'ailleurs. Parce qu'à partir du 22 février inclus, elle n'a plus utilisé son téléphone du tout. Est-il possible que ces messages aient provoqué une énième dispute conjugale entre Kyra et Jeff? Une dispute qui, si elle a eu lieu, a apparemment très mal tourné. Il se trouve qu'en voulant remorquer la voiture de Kyra vers la fourrière, le 25 février, le conducteur de la dépanneuse a remarqué une trace de sang au niveau du coffre. Il y avait aussi un tapis de sol ensanglanté derrière le véhicule, qui était manquant à l'intérieur. Le tout l'a convaincu qu'il devait appeler la police avant toute autre chose. Et il a eu raison. Le revêtement du coffre est en réalité imbibé d'une substance que des analyses plus poussées permettront d'identifier comme étant effectivement du sang humain. Cette macabre découverte persuade les enquêteurs qu'ils doivent perquisitionner la maison que partageaient Kyra et Jeff sans plus attendre. À l'intérieur, la police scientifique trouve le fameux sweatshirt porté par l'homme filmé par les caméras le matin du 22 février, mais aussi plusieurs serviettes fraîchement lavées. Du linge qui a visiblement été passé en machine en même temps que le haut que portait Jeff le soir du 21 février. Il semble aussi évident qu'un grand ménage a été fait dans la maison, notamment dans la chambre conjugale. Des meubles ont été déplacés. Il y a encore une bouteille d'eau de Javel dans la pièce, mais aussi une machine conçue pour nettoyer les tapis et moquettes, dont le réservoir contient un immonde mélange. Et ce mélange a beau être immonde, il est un indice magnifique pour les inspecteurs de police. Par respect pour ceux qui mangent peut-être en regardant la vidéo, je vais passer les détails. Pour ceux qui sont aux toilettes, tant pis pour vous, vous n'aurez pas les détails. Mais disons simplement que ce qui se trouve dans l'eau a tout l'air d'être d'origine humaine. Le nettoyage a beau avoir été intensif, cela ne trompe pas le matériel de la police scientifique, qui repère une grande tache de sang à forme humaine sur le tapis. Il y a aussi des éclaboussures à divers endroits de la pièce,
Sur le sol, le sommier, le matelas, le cadre de lit, une étagère, la porte du placard, les moulures des plaintes et même sur le mur. Un total d'environ 150 petites taches de sang sont repérées dans la chambre du couple. Il y a de toute évidence eu une très violente lutte à cet endroit. Mais elle n'a peut-être pas commencé là, parce que d'autres traces sont découvertes dans le reste de la maison. Il y a aussi du sang dans la cuisine, le salon du rez-de-chaussée, les couloirs, la salle de bain, et même dans l'escalier menant au sous-sol. Des preuves on ne peut plus parlantes, qui poussent évidemment les policiers à croire qu'ils ont à présent peu de chances de retrouver Kyra vivante. Mais surtout, ils sont certains de traquer la bonne personne. Le 26 février 2013, Jeff est arrêté et inculpé pour le meurtre sans préméditation de sa femme. Il plaide non coupable et s'en tient strictement à sa version des faits. Une arrestation qui fait l'effet d'une bombe parmi les proches de Kyra, qui, pour beaucoup, connaissaient l'étendue de ses problèmes de couple. Sa mère avait même tiré la sonnette d'alarme, juste après avoir été avertie qu'on était sans nouvelles d'elle depuis 2 jours. Le 24 février, suite à l'appel de Jeff, elle avait contacté la police pour dire qu'elle était très inquiète pour la sécurité de sa fille et que l'affaire ne devait pas être prise à la légère. Pour autant, malgré ce qu'ils viennent d'apprendre, le corps de Kyra n'ayant pas été retrouvé, ses amis tout comme sa famille gardent espoir. Officiellement, elle reste portée disparue. Et les recherches se poursuivent pour tenter d'en savoir plus. Les lourdes accusations qui pèsent sur Jeff commencent rapidement à faire les gros titres. Une mise en lumière médiatique qui apporte son lot de témoignages. 3 semaines après la disparition de Kyra, les enquêteurs ont déjà reçu une centaine de tuyaux. Mais l'un d'entre eux attire tout particulièrement leur attention. Il leur a été donné par une femme qui affirme avoir vu 2 hommes au Keller Lake, situé à Maplewood. Ils transportaient ce qu'elle décrit comme quelque chose d'imposant. Mais jusque-là, rien d'extraordinaire. Seulement, si le témoin dit vrai, ils l'ont fait dans la nuit du 21 au 22 février. Une précision qui change tout, notamment parce que le lieu en question est situé à moins de 5 minutes de chez Kyra et Jeff en voiture. La coïncidence étant pour le moins troublante, les autorités envoient des équipes sur place le 16 mars 2013. Le parc doit être scrupuleusement fouillé à la recherche d'éventuels indices. Mais l'endroit est vaste, vu qu'il compte 248 hectares. Si vous avez du mal à visualiser, cela représente environ 248 terrains de football. Ce n'est pas une mince affaire que de passer au crible cette zone immense. Heureusement, les policiers sont aidés par une trentaine de volontaires, qui ne ménagent pas leurs efforts. Beaucoup de proches de Kyra font partie du groupe, y compris son grand-père. Et c'est justement lui qui, au hasard de ses recherches, tombe sur un sac en plastique dont le contenu est vraiment très suspect. À l'intérieur, il y a un oreiller, élaté dans lequel il se trouvait probablement, mais également quelques vêtements appartenant visiblement à une femme. Le tout est couvert de sang. Une analyse permet de révéler qu'il s'agit de celui de Kyra. Et il en est de même concernant les traces retrouvées partout dans la maison qu'elle partageait avec Jeff, ainsi que dans le coffre de sa propre voiture. Chaque nouvelle découverte liée à l'affaire est plus macabre encore que la précédente. Alors, les jours passant, l'espoir que Kyra soit retrouvée en vie s'amenuise. En réalité, du côté des forces de l'ordre, on est même persuadé que la jeune femme est décédée et qu'elle n'est plus de ce monde. Jeff, de son côté, refuse d'en dire plus. 2 semaines après la fouille du parc, c'est un résident de Vadnais Heights qui signale avoir trouvé le permis de conduire de Kyra en nettoyant des débris près de sa maison. L'homme réside à moins de 8 km de chez les Trevino, mais aussi et surtout à côté d'un supermarché Walmart, un magasin dans lequel Jeff s'est rendu le 23 février, ticket de caisse à l'appui. À 12h16, il y a acheté du pain, du lait et plusieurs produits d'entretien différents. On peut d'ores et déjà penser que si Kyra avait réussi à prendre la fuite après avoir été sévèrement battue par son mari, elle ne serait pas partie sans ses papiers d'identité. C'est un sombre scénario qui se dessine dans les esprits. Et malheureusement, les autorités, tout comme les proches de la disparue, sont encore très loin du compte. Et les détails qui arrivent sont affreux. Le mariage de Kyra et Jeff traversait une période difficile, pour ne pas dire qu'il était au bord du divorce. L'homme, très contrôlant, suspectait l'infidélité de sa femme, et s'il tentait de sauver leur relation, elle ne partageait visiblement pas son souhait. De nombreux indices poussent les autorités à croire que leur dernière soirée ensemble a pu virer au drame.
L'enquête a permis de révéler qu'il y avait eu une violente lutte dans leur chambre. Mais malgré l'arrestation de son époux pour meurtre, le corps de Kyra reste introuvable. Et c'est un gros problème pour les autorités, parce que sans corps, il se peut qu'il n'y ait pas de procès, malgré l'évidence. Tout simplement parce que le cadavre viendrait caractériser l'infraction. Mais surtout aux États-Unis, ce sont les procureurs qui déclenchent les procédures judiciaires. Et un procureur américain, cela veut le meilleur taux de condamnation possible. Autrement dit, s'il y a un doute, aucun procès ne sera lancé de leur part. Les recherches se poursuivent donc, pour qu'un terme puisse enfin être mis à la douloureuse attente de ses proches. Jusqu'au 8 mai 2013, aux alentours de 13h30. Cet après-midi-là, un promeneur en balade au bord de la Mississippi River, à Saint-Paul, fait une tragique découverte. L'homme aperçoit ce qui semble être un corps de femme nue, partiellement immergé sous une péniche, au sud du Robert Street Bridge. Choqué, il compose alors le 911 sans attendre. La dépouille était apparemment dans l'eau depuis déjà un long moment, si bien qu'elle se trouve dans un état de décomposition très avancé, trop avancé, pour qu'il soit possible de l'identifier immédiatement. C'est grâce aux empreintes dentaires de la victime que les autorités sont en mesure de confirmer que le corps qui vient d'être retrouvé est celui de Kyra, porté disparu depuis plus de 2 mois. Durant son autopsie, la présence d'un gros bout de ruban adhésif dans ses cheveux et de 3 blessures externes est clairement constatée. Kyra a une incision d'1 centimètre de profondeur et 4 cm de long sur le côté gauche du front, l'index gauche cassé et une lacération en forme de V entre le nez et la lèvre. Cependant, en raison de l'état dans lequel le corps a été retrouvé, le médecin légiste est incapable de déterminer la cause précise de son décès. La seule chose qu'il peut affirmer avec certitude, c'est qu'il est dû à une agression. Une très violente agression, si l'on en croit l'impressionnante quantité de sang qu'elle semble avoir perdu le soir de sa mort. Rappelons que Jeff a été militaire et qu'il a été entraîné au combat. Kyra avait donc très peu de chance, voire aucune, de s'en sortir quand il a décidé de s'en prendre à elle. Il s'avère que c'est sûrement durant sa sortie nocturne qu'il s'est débarrassé du corps de sa femme, en la jetant nue dans la rivière, après l'avoir placée dans le coffre de sa propre voiture. Il a ensuite abandonné le dit véhicule au centre commercial, au cours de la matinée suivante. Incapable de laisser partir Kyra et jaloux de la voir se rapprocher d'un autre homme, son époux a simplement décidé de la tuer. Puis il s'est employé à jouer la comédie auprès de tous leurs proches, y compris les siens. Le lendemain du meurtre, Taylor, la fille de Jeff, est allée chez le couple. Elle a affirmé qu'en dehors de l'absence de Kyra, rien ne sortait de l'ordinaire. Le comportement de son père était, au contraire, totalement normal. Et il n'avait pas l'air plus inquiet que cela. Après avoir tué sa femme et nettoyé le lieu du crime du mieux qu'il pouvait, Jeff lui a envoyé un message chaque jour pour lui demander sobrement de le contacter. Ce n'est qu'après avoir signalé sa disparition à la police qu'il a cette fois eu des mots plus tendres et essayé de l'appeler, 4 fois de suite. Le 25 novembre 2013, la justice rend son verdict. Jeffrey est reconnu coupable. Il est donc condamné à 27 ans et demi de prison pour avoir commis le meurtre de Kyra Steger, puis avoir disposé de son corps. S'il n'est pas condamné à une peine d'emprisonnement à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, c'est parce que ce type de peine est réservé aux crimes ayant été prémédités. Or, dans ce cas-là, la préméditation n'a quant à elle pas été retenue. Les forces de l'ordre ne sont pas parvenues à lui arracher des aveux, qui auraient certainement fait la différence dans cette affaire. Le meurtrier n'en a cependant pas fait. Donc une question demeure. Avait-il un complice ? Parce qu'au vu de la brutalité du crime dont il est coupable, et de tout ce qu'il a fait après pour essayer d'échapper aux conséquences de son acte, il serait étonnant que son colocataire n'ait été témoin de rien. Pourtant, c'est ce que Matthew, qui se trouvait au sous-sol de la maison, affirme. Durant son interrogatoire, l'homme a maintenu que le soir du meurtre, et même les jours suivants, il n'a rien vu ou entendu d'inhabituel, en précisant qu'il a le sommeil très lourd. Dans ce cas, que penser de la déclaration de la femme dont le témoignage a permis de trouver un sac rempli de preuves incriminantes ? Parce qu'elle avait bien indiqué que ceux qui étaient venus le déposer étaient 2. L'enquête menée n'a pas permis de lier Matthew au meurtre d'une quelconque façon. Donc officiellement, il n'a rien à voir là-dedans et Jeff a agi seul. Un morceau de papier sur lequel était inscrite l'adresse de Ryan a d'ailleurs été retrouvé dans sa voiture après son arrestation. Le nouvel amant de sa femme
était-il le suivant sur la liste? C'est un second mystère qui reste lui aussi entier. Alors, personnellement, je pense qu'il a eu très chaud parce que pour moi, il est impliqué. Mais officiellement, évidemment, il n'est coupable de rien. Voici pour cette histoire de trahison. Qu'est-ce que c'est beau l'amour? Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez neige en commentaire. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça aide énormément et c'est juste là. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Bye.